En fait, c'est l'avantage d'être une boîte européenne, c'est qu'on a malheureusement un petit marché domestique, mais on est forcé d'aller en dehors de notre marché domestique. Donc du coup, on est beaucoup plus conquérant à l'international. Le parti pris qu'on a eu, c'est d'être global. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir les gros pays, puis les moyens pays, les petits pays, mais on va être comme Google, on va être comme Facebook, on va être comme Coca, on va être partout. Et après, on va travailler localement des zones de pertinence. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille, on a construit un système de software. Notre site, c'est un software qui s'adapte localement en éditorial, en contenu, en langue, en monnaie. Mais fondamentalement, on est présent partout. Et là, on a commencé le lancement international, donc ça y est, c'est fait, c'est parti. Donc dans la bataille Spotify-Deezer, là vous marquez un point, vous avez de l'avance par rapport à votre concurrent. Non, je pense pas, je pense qu'il y a un vrai choix, il y a des choix technologiques. Mais au niveau pays, vous êtes présent dans plus de pays que Spotify? Ah bah oui, encore mais complètement. Ouais. Mais en fait, Spotify, ils sont devenus US-centric. Ils ont lancé aux États-Unis, donc forcément, ça va être un point d'ancrage extrêmement fort. Et nous, on lance partout, sauf aux États-Unis. Donc c'est plutôt une répartition, on n'est pas directement concurrent avec Spotify. Vous partagez le monde, quoi, en fait. Alors on verra si le monde veut bien se partager, mais en tout cas, on a des stratégies radicalement opposées. Alors pourquoi ne vous lancez-vous pas aux États-Unis justement? Pour pas faire de l'ombre à Spotify ou parce que c'est plus compliqué de négocier avec les majors les droits musicaux? Ah non, c'est une analyse du marché. Les États-Unis, c'est un marché qui est stable, voire déclinant en termes de musique, qui est sursaturé. Tout le monde ne pense qu'à ça. Les marges sont toutes petites, alors qu'il va y avoir une croissance magnifique dans tous les autres pays. Donc c'est un choix vraiment économique de se dire je vais à l'endroit qui sera le futur et pas le passé. Juste un mot sur le phénomène du streaming qui est en train d'exploser. De plus en plus de gens utilisent ce service, mais on se rend compte que certains artistes commencent à faire un peu la tête sur le fait qu'ils gagnent peut-être moins d'argent avec le streaming qu'avec l'achat à l'acte. On voit que Coldplay, sur certaines plateformes, a refusé de mettre son album, Adele aussi. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un peu boule de neige? On voit aussi que certains indépendants ne veulent pas arriver sur le streaming. Est-ce que c'est pas une remise en cause un peu de ce modèle de streaming? Coldplay, c'est vraiment un bon exemple, puisque Coldplay, il était en streaming chez nous. Mais pas Adele, je crois. Pas le dernier album d'Adele. Pas le dernier d'Adele. Donc les artistes ont toujours joué, ils ont toujours choisi des canaux de distribution suivant les artistes qui est différent. La question, c'est est-ce que c'est une tendance de fond? Et la réalité, c'est que sur le free, il y a encore, sur la partie gratuite, il y a encore un débat. Sur la partie payante, il n'y a pas de débat. Il y a, en 2000, la consommation moyenne de quelqu'un, c'était 2 CD par an. C'était 25 €, l'équivalent de 25 €. Aujourd'hui, un abonné, il va générer 120 € par an. Il n'y a aucun doute, c'est le seul modèle d'avenir et il est extrêmement revalorisateur par rapport à la musique. La question qui reste, c'est un peu sur le gratuit. Mais quand les artistes disent qu'ils ne gagnent que 7 centimes par titre en streaming, c'est pour le gratuit ou c'est aussi pour le payant? Généralement, ils mélangent un peu les deux, mais la réalité, c'est combien finalement la personne paye, puisque de façon générale, le digital reverse aux artistes beaucoup plus que le physique. Et en l'occurrence, on arrive à trouver des modèles où l'ARPU, c'est-à-dire le revenu moyen dépensé par un utilisateur, est à peu près 4 à 5 fois plus gros. Donc c'est forcément revalorisant. Après, le revenu au stream, si on regarde à la radio, il est de 0,0001 et tout le monde vit très bien avec parce que c'est une arme promotionnelle. Donc c'est juste un mauvais critère qui cristallise un mauvais débat. Est-ce que le 10 € par mois, c'est le bon prix pour un service d'abonnement de musique premium ou est-ce que ça pourrait augmenter? En fait, quand on est utilisateur abonné, on va l'utiliser 60 heures par mois. À 60 heures par mois, 10 €, c'est un prix parfait. Quand on regarde les prix de la télé, on arrive très bien. La difficulté, c'est de transformer quelqu'un qui n'a jamais rien payé en quelqu'un qui paye quelque chose. Après, qui paye 5, 7, il y a plein de tests qui ont été faits, 5, 7, 10, ça ne change pas grand-chose. C'est le bascule au paiement. Donc moi, je vois une certaine stabilité sur les prix, puisqu'ils correspondent en fait à la valeur perçue a posteriori. Donc vous n'avez pas de pression particulière de la part des maisons de disques, ou peut-être oui, j'imagine, pour que justement ils augmentent leurs revenus en augmentant justement ce tarif mensuel, non? Non, par exemple, pour lancer mondialement, on a été obligé de faire une redcast des prix par pays qu'on a validé avec l'ensemble des maisons de disques, l'ensemble des publishers, de façon à définir le prix de référence de la musique dans plein de pays sur lesquels il n'y en avait pas, et on est tombé d'accord assez naturellement.